Entrez dans la H Révolution avec Manpower Group, partenaire RH exclusif de Viva Technologies. Qui ont écrit un remarquable livre sur l'échange entre une mère et sa fille, de venir partager avec nous les meilleurs éléments sans doute de cet échange entre donc une mère et sa fille milléniale. C'est un moment où ça sera extrêmement intéressant puisque juste après, nous aurons la présentation d'une étude que nous avons demandée sur les 18-30 ans et la transformation du monde du travail. Donc je suis persuadé que ce sera une excellente introduction. En tout cas, merci à vous deux. Et puis je vous passe donc maintenant la parole autour de ce cercle élargi. Merci. On va se mettre peut-être toutes les deux comme ça vous nous entendrez mieux et on vous tournera pas le dos. Bon, d'abord, on est très heureuse d'être là. Quand l'idée du livre nous est venue, c'était parce que je me rendais compte à la fois dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle que les valeurs et les repères que j'avais étaient totalement bousculés par la génération millénium. Et que très souvent on avait un sentiment d'incompréhension, notamment par rapport au travail, mais pas seulement. Et j'ai eu envie d'interroger les milléniums pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient, comment ils voyaient l'avenir, quels étaient le futur qu'ils envisageaient pour eux-mêmes, à titre personnel et pour le monde. Et je me suis vite rendu compte en discutant en profondeur que dans les familles, souvent on s'entend bien entre générations. Et donc on ne creuse pas les sujets de divergence qui sont des divergences profondes sur les valeurs qui sont les nôtres. Et donc on a entamé avec Bérénice un dialogue qui est parfois un peu chaud dans le livre, où on n'est pas d'accord, mais on essaye ensuite de se réconcilier pour discuter des différents aspects de la vie en société, que ce soit le travail, la démocratie, la consommation, l'environnement, le féminisme, la famille, etc. Et peut-être que Bérénice, toi, tu peux dire pourquoi tu as voulu faire ce livre. Oui. Bonjour à tous. Oui, alors moi, c'est parce que il y avait un double constat. Le premier, c'est que j'avais envie de défendre ma génération. On disait beaucoup de mal des milléniums à l'époque. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais on entendait énormément de mots du type insolent, fumiste, pas consciencieux, trop indépendant, etc. Donc j'avais envie un peu d'expliquer la façon dont nous, on conçoit le travail et pourquoi on travaille comme on travaille à une génération qui a des valeurs différentes des nôtres et donc qui avait l'impression qu'on n'était pas investi. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'ai fait mon entrée sur le marché du travail juste après la crise de 2008. Et donc, le monde dans lequel on a été formé, les études qu'on a faites, qui nous conduisaient à des carrières linéaires dans des grandes entreprises, et ben ça s'est cassé la gueule au moment où on est rentré sur le marché du travail. Donc, il a fallu réinventer la façon dont on travaille, accepter des jobs pour lesquels on n'a pas été formé, apprendre une nouvelle langue, partir à l'étranger, devenir de plus en plus flexible. Et ça, l'entreprise, à la fois, nous le réclamait et en même temps, trouvait que c'était quand même un peu fort de changer de job tous les 2 ans. Donc l'idée c'était de se dire c'est dans le monde du travail que les Y font le plus de boucans parce qu'ils rentrent dans une entreprise et ça dérange tout le monde. Donc on va essayer de comprendre quel est leur rapport au travail et pourquoi est-ce que on a du mal à communiquer à ce sujet, que ce soit dans le cadre privé ou dans le cadre professionnel. Alors quand on a écrit ce livre, ça nous est arrivé d'être dans des cénacles comme ici. Et je vais raconter une anecdote. Un jour, il y a un patron qui vient nous voir toutes les deux et qui nous dit les jeunes, on les recrute, on les forme. Après, ils veulent faire à leur manière. Et puis, si on fait pas ce qu'ils disent, ils partent. Ils sont vraiment des enfants gâtés, etc. Et Bérénice a fait un grand sourire et lui a dit mais écoutez, c'est exactement le thème du livre. Lisez le livre et peut-être que vous comprendrez les milléniums. Alors peut-être, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui se passe de la tête d'un jeune de 24, 25, 26, 27 ans qui rentre dans une entreprise et qui découvre les process, l'autorité et quelquefois des méthodes de travail qu'il trouve totalement antiques et passéistes. Alors, bon, déjà, je mets un bémol dans ce que je vais dire. Je parle en mon nom et au nom des gens avec qui j'en ai discuté, mais pas au nom de toute ma classe d'âge. Il y a évidemment des tempéraments différents et des objectifs différents. Donc, on n'est pas une classe d'âge complètement homogène à cet égard. Il n'empêche que, souvent, c'est un propos un peu caricatural, mais pour vous donner une idée, nous, quand on arrive dans une boîte, mettons en stage, en général, on a hyper galéré pour obtenir ce stage. C'est déjà un premier point.
On a passé 12 entretiens, plein de tests psychotechniques pour voir si on n'était pas psychopathe, etc. Donc, en général, on arrive là, on est déjà content d'être là. Et puis après, on se rend compte que la boîte dans laquelle on bosse, elle fonctionne bien, c'est une boîte ancienne, mais elle n'est pas tout à fait pris le virage numérique, pas du tout cette ambiance-là, et que on a envie de lui apporter un petit peu de connaissances en disant voilà, sur les réseaux sociaux on peut faire ça, si on utilise une technologie différente on pourrait faire ça. Et en général on nous dit non, toi tu ne fais rien et tu fais ce qu'on te dit, mais tu n'apportes pas d'idées nouvelles. Nous on se dit bah si, puisque l'entreprise est en difficulté, moi j'ai d'autres idées, peut-être qu'on peut s'arranger. En général, ce genre d'attitude ça marche pas, donc c'est un petit peu frustrant. Ensuite, les entreprises, elles embauchent plus en CDI des jeunes diplômés, c'est rare. Elles prennent des CDD, des stagiaires, des freelances. Moi, je suis diplômée de l'ESCP, j'ai jamais de ma vie été en CDI. Donc, c'est pour vous dire que ça ne se fait quand même plus tellement d'embaucher les jeunes directement en CDI. Donc, évidemment, l'entreprise, elle consomme un peu ses employés, elle les prend et puis elle s'en débarrasse quand elle en a plus besoin parce que le monde du travail est devenu un peu cruel. Et ben nous, on fait pareil. On sait que peut-être dans 6 mois, on sera plus là. Donc non, on reste pas jusqu'à 23h tous les soirs. Oui, on prend des pauses déjeuner et on va sur Facebook pendant nos temps de travail, en considérant que finalement cette flexibilité, elle est bénéfique à tout le monde et qu'elle apporte aussi un petit peu de fun, d'humanité dans le travail, ce qui est pas toujours désagréable. Donc il y a effectivement parfois des conflits qui me semblent un petit peu superficiels sur le présentéisme, les négociations de temps de travail, etc. Mais je pense qu'au fond, il y a quand même un rapport au travail qui a beaucoup changé, et non pas parce que ma génération a inventé quelque chose, on n'a rien inventé, mais parce que le contexte professionnel et le monde économique a tellement changé et a été tellement bouleversé, avec à la fois des trucs qui ont dû mourir et en même temps plein de choses qui naissent, qu'il faut réinventer la façon dont on travaille. À titre d'exemple, moi, étant de l'autre côté, puisque j'ai dirigé la filiale française de General Electric, où il y avait 15 000 salariés, et je me suis rendu compte assez rapidement qu'en recrutant les jeunes, c'est un peu moins vrai maintenant, mais on se posait la question de savoir si on les autorisait d'aller sur Facebook, évidemment, alors sur Twitter plus facilement, et surtout, j'ai eu plusieurs fois des jeunes qui me disaient « Écoutez, je rentre chez moi travailler ». Alors je dis mais pourquoi tu rentres chez toi travailler ? Je rentre chez moi travailler parce que avec vos firewalls, avec vos sécurités, etc., je peux pas bosser. Et mon informatique à la maison, mais la façon dont je travaille à la maison, c'est beaucoup plus rapide. Je peux consulter les sites que je veux, et je préfère travailler de la maison parce que je serai beaucoup plus efficace. Et donc ça nous a amené à réfléchir en se disant que sur tous les outils de communication, sur tous les outils de réseau surtout, et pas simplement de communication, mais de réseau entre eux. Certains ingénieurs qui venaient me voir en me disant est-ce que je peux interroger un gars de chez Thales parce que lui je sais, je le connais, il a telle solution, etc. Et le premier réflexe quand on est dirigeant, ah non surtout pas, c'est propriété intellectuelle, tu peux pas, etc. Donc ils ont un mode de travail collaboratif où ils veulent l'efficacité, et le réseau et la connexion entre eux est beaucoup plus importante parce qu'elle apporte tout de suite des réponses et des solutions. Et je me suis rendu compte en tant que dirigeante qu'il fallait que nous on change et que on les écoute et que la façon dont on s'organise vienne d'eux et pas de nous. Alors c'est pas très facile à expliquer à des patrons de business unit où on leur dit écoute maintenant ton autorité, toi qui dis que tu dois faire ci, tu dois faire à chacun tu fais ci, tu fais ça, etc. Ça va changer maintenant, tu vas essayer d'écouter les milléniums pour savoir quels sont les nouvelles modes de travail et comment sont les modes collaboratifs. Ça secoue un peu dans l'entreprise, et je voulais prendre un exemple qui est, il y en a plein, mais qui est celui de Sébastien Lazin qui a créé chez Accor, qui est le patron d'Accor, et qui a créé un Shadow Comex qui est composé de jeunes de 25 ans. Alors il en a tiré plein de leçons. Le Shadow Comex avait exactement les mêmes informations que le Comex, et transparence totale sur ce que savait le dirigeant, etc. avec clause de confidentialité, mais il s'est jamais rien passé, rien n'a jamais fuité. Mais ce qui a été l'une des leçons il y en a plein de leçons, mais il y en a une qui est très intéressante, c'est que sur toutes les décisions qui étaient à l'ordre du jour du Comex, dans le Shadow Comex, ils en débattaient ensemble, ils faisaient des propositions ensemble.
Alors que je vois un certain nombre d'entre vous qui sont dans des entreprises, quand il y a un COMEX, qu'il y a un sujet des RH, c'est des RH qui parlent. Quand il y a un sujet finance, c'est le CFO qui parle. Et personne, alors on pose éventuellement des questions, mais personne n'oserait aller sur le territoire de l'autre. Et cette façon collaborative de traiter le sujet fait que on embarque la problématique dans son ensemble, parce que il n'y a pas de sujet RH qui n'a pas d'impact sur le business, il n'y a pas de sujet financier qui n'a pas d'impact sur les ressources humaines ou sur le business, etc. Et donc, au fond, de prendre chaque sujet un à un et de faire traiter de façon collaborative, parce que justement, il n'y a pas de sujet hiérarchique ou de portefeuille, c'est une vraie révolution dans le mode de management. Moi, je voulais vous demander si vous avez des questions à poser ou des interventions à faire. En fait, on aurait bien aimé que ce soit un peu un dialogue, parce que si vous êtes ici, c'est que le sujet de comprendre comment on intègre les milléniums dans l'entreprise est un sujet qui vous préoccupe, qui vous interpelle. Et on se disait avec Bérénice que ça serait plus intéressant si vous nous posiez des questions plutôt que nous, on essaye de vous dire ce qu'on a voulu écrire dans le livre. Pendant que je regarde s'il y a des mains qui se lèvent. Oui. Moi, je veux bien élargir la liberté liberté d'action en termes de travailler chez soi, de pouvoir être plus connecté, y compris à des concurrents, etc. Je pense qu'aujourd'hui, certainement sous l'influence des millennials, mais ça touche aussi les gens qui sont pas des millennials, et que la manière de travailler du coup apporte plus d'épanouissement à l'ensemble des salariés qui travaillent différemment, de manière plus ouverte. Bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute un groupe, une minorité, quelle qu'elle soit, qui n'a pas l'habitude d'avoir la parole, en général, elle a des idées qui aident tout le monde. Et en effet, ça aide les parents au foyer, ça aide les gens qui ont quelqu'un de malade à la maison, ceux qui habitent loin. Ça, effectivement, le télétravail. Maintenant, d'ailleurs, c'est beaucoup rentré dans les grandes entreprises. J'ai une amie qui vient de signer un contrat un CDI dans une grande boîte, et ça fait partie de son contrat d'avoir un jour de télétravail par semaine. Ça, c'est un truc qui n'existait pas encore il y a quelques années et qui a vraiment été amené par une génération qui a dit on peut le faire, on a les outils, on va quand même bien bosser, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et puis voilà, ça soulage tout le monde. Donc c'est un très bon exemple, oui. Il y a une autre question qui est extrêmement importante pour la génération millénium, c'est que les milléniums veulent être fiers de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, ou en tout cas fiers de l'aventure commune qui est portée. Et finalement, ils rentrent pas dans une organisation, ils cherchent pas un nom, une organisation, une place dans un process, etc. Ils veulent travailler pour une cause qui a du sens. Ils veulent changer le monde. Nous, moi, depuis que j'ai quitté General Electric, j'ai créé une société qui s'appelle Raise avec Gonzague de Blinière, où on a la moitié du CAC 40 on a 52 investisseurs qui ont investi chez nous pour qu'on investisse auprès des moyennes entreprises pour les aider à grandir. Et nous, l'équipe, on donne 50% de ce qu'on gagne à une fondation pour aider l'entrepreneuriat. Et ça nous a donné l'occasion de rencontrer 1500 jeunes entreprises depuis 3 ans, puisqu'on en rencontre 1 à 2 par jour. Il y en a beaucoup qui sont ici, d'ailleurs, qui sont venus nous voir. Et ce qui nous frappe, c'est que la jeune génération millénium, elle dit 2 choses. La première, c'est qu'elle veut changer le monde. Moi, quand j'avais 18 ans, je voulais pas changer le monde parce que je pensais que ma toute petite personne avait été totalement incapable de changer le monde. Je pouvais peut-être essayer de me faire une belle vie, avoir une vie intéressante, essayer d'être généreux avec mes proches, mais l'idée qu'avec une entreprise ou avec une start-up, je pouvais changer le monde, ça me serait jamais venu à l'idée, et je vois pas mal de gens qui hochent la tête. Je pense que vous avez pensé la même chose quand vous aviez 20 ans. Et la deuxième chose que disent les jeunes milléniums, les jeunes de moins de 30 ans, c'est qu'ils veulent avoir un impact. Ils veulent pas simplement que l'entreprise ait du sens, qu'elle fasse quelque chose de bien, qu'elle apporte des besoins vitaux, qu'elle ait un bon management, etc. Elle veut être sûre qu'elle a un impact. Et je pense que l'une des incompréhensions qu'il y a dans les entreprises, c'est qu'on demande à des jeunes très talentueux de faire des choses qui sont où ils ont le sentiment peut-être de participer à une aventure collective, mais eux-mêmes n'ont pas d'impact. Et si vous ne leur permettez pas dans leur job au quotidien d'avoir un impact, ils partent. Ils se sentent frustrés, ils se sentent malheureux, ils se sentent incompris, et ils partent. Vous voulez intervenir, mademoiselle? Venez ici. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Et donc moi, en tant que millénial, je me demandais si vous pensez que on peut trouver cet impact et ce sens encore en entreprise, parce que moi, l'impression que j'en ai, c'est qu'en fait, il faut lancer son propre
son propre business, enfin faire ce qu'on aime, et ce serait en fait ça la meilleure solution pour avoir du sens et pour avoir un impact. Parce qu'en entreprise, on a quand même cette espèce quand même encore de bride où on n'aura jamais une liberté totale de faire ce qu'on veut. Alors après, pour commencer à te répondre, dans les startups, ça peut être très dur aussi d'avoir l'impression d'avoir un impact. C'est pas parce que la structure est petite qu'on peut faire des choses qu'on aime. Alors effectivement, on a plus de chances de tirer son épingle du jeu quand on arrive tôt, mais ça peut être aussi très difficile. Et il y a énormément de grandes entreprises qui, depuis quelques années, ont quand même compris ça et qui mettent en place énormément de systèmes qui permettent justement aux jeunes d'avoir plus d'impact et de mener des projets, ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, c'est-à-dire développer un projet entrepreneur au sein de l'entreprise. C'est des choses qui se développent énormément. Mais ce qui est vrai, c'est que cette question du sens, à la fois, elle est hyper excitante, en même temps, elle est un peu vertigineuse, parce que ça pousse les gens aussi à changer de job tout le temps. À se dire, là, j'ai eu du sens pendant 2 ans, et puis finalement, moi, j'ai évolué personnellement, je vois plus tellement les choses de la même façon. Est-ce que je vais changer de boulot ou pas? Et là, on est sur le centre de Manpower, on parle d'intérim, c'est aussi quelque chose qui parle beaucoup au millénium, parce que on a tendance à zapper, à changer de choses, à tester des trucs différents, ce qui nous donne une casquette assez large, puisqu'en général, on a des compétences plus variées que les générations précédentes. Mais ce qui peut aussi créer un espèce d'effet de compulsion insatisfaite. Donc je pense que la recherche de sens est absolument indispensable. En même temps, elle ne doit pas non plus se substituer à quelque chose de plus durable, à construire un projet professionnel un peu concret. Je vais répondre parce que c'est une question très importante. Derrière, il y a un élément qui est caché et qu'on ne dit pas assez souvent. Bien sûr, aujourd'hui, quand vous rentrez dans un grand groupe, je le souhaite en tout cas, c'est parce que vous aimez ce que fait le groupe, vous aimez les valeurs du groupe, parce que vous pensez que le groupe est porteur d'amélioration de la société, etc. Donc, il faut aussi vous dire que ceux qui ont créé le groupe, ils ont été jeunes comme vous, ils ont eu des rêves comme vous, ils ont aussi eu envie de changer le monde à leur manière. Et au fond, ce dont on est en train de parler, c'est pas tellement le fait de savoir si c'est une grande entreprise, une PME ou une start-up, etc. C'est que les modes de travail sont en train de changer en grande profondeur. C'est-à-dire que on est passé d'un monde où, moi je prends souvent cet exemple parce que ma mère a 89 ans et quand elle est née en 1928, il y avait 1,5 milliard d'habitants sur la planète, il y avait 1,2 milliard de pauvres. Aujourd'hui, il y a à peu près 1 milliard de pauvres, sauf qu'il y a 7 milliards d'habitants sur la planète. Donc, ce qu'a accompli notre génération, c'est de donner de l'éducation, de l'eau, des besoins vitaux, des outils pour vivre à 5,5 milliards d'habitants sur la planète. C'est pas assez. Il faudrait que ce soit la totalité des habitants sur la planète. Et ça a conduit à un formatage. C'était comme ce que disait Ford. J'aimerais que tout le monde puisse choisir la couleur de sa voiture pourvu qu'elle soit noire, parce que moi je fais des voitures en série, pas chères pour tout le monde. Et là, on est en train de basculer dans un monde qui était un monde de consumérisme, le mieux c'est plus, et le plus c'est mieux, à un monde qui change complètement à la fois de valeurs et de mode opératoire, qui est au contraire comment j'optimise l'existant. C'est ça les startups aujourd'hui, c'est comment j'optimise l'existant, comment je fais pour pas gaspiller la planète, comment je fais pour mettre l'environnement à la tête de mes priorités. Moi, l'environnement, quand j'avais 18 ans, mais c'était vraiment le cadet de mes soucis. Et je savais, enfin c'était une notion comme ça, un peu intello, rêveuse, etc. Mais c'était pas du tout dans mon quotidien. Alors que dans la génération millénium, c'est dans le quotidien. Et donc on voit que aujourd'hui la question c'est pas tellement le travail, c'est comment on fait pour que les gens qui sont créatifs, qui sont innovants, puissent, et c'est aussi l'essor des machines, puisque les machines vont faire le travail, font de plus en plus le travail automatique des hommes. Comment on va aller chercher des qualités autres chez les gens, qui sont la créativité, l'invention, le travail collaboratif chez les collaborateurs. Donc on n'a plus besoin de petits soldats, mais on a besoin de gens créatifs et inventeurs, comment on les forme, comment on les trouve, etc. Et c'est un challenge pour les grands groupes, comme pour les startups, comme pour les entreprises. Et ça, c'est les milléniums qui vont nous l'apprendre. Et je voulais rajouter une petite chose, c'est sur la notion de la vie privée aussi, le respect de la vie privée entre le travail et la vie privée. On parlait de présentéisme tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose que ma génération a vécu en plein, c'est le fait que nos parents ont énormément travaillé, ont fait des burn-out, ont consacré parfois leur vie à l'entreprise, qu'on les a vus rentrer tard le soir, stressés pour des réunions, avoir des problèmes de promotion, etc.
Et nous, notre génération, on veut plus de ça. Alors on a d'autres problèmes parce qu'on a le téléphone dans la poche en permanence avec le bureau qui appelle, les mails la nuit, c'est sûr, mais en même temps, il y a aussi une espèce de réclamation, je crois, à avoir le droit d'avoir des moments off, à avoir un peu de vie privée, à dire ok, je travaille pour vous, mais quand est-ce que j'ai le droit de partir le soir? Est-ce que je peux m'occuper de mes enfants? Est-ce que je suis pas obligée de mettre mon salaire dans une nounou? Est-ce que j'aurai le temps de me faire moi-même mon ménage et de pas avoir à payer quelqu'un pour le faire à ma place? Enfin, à récupérer un petit peu aussi tous ces aspects-là de la vie qui ont été beaucoup négligés au profit de 80% de temps de travail, 20% de temps de repos. Et on est en train d'essayer de faire un petit rééquilibrage à ce sujet pour pas s'épuiser autant qu'on épuise notre planète. Oui, je voudrais savoir d'une manière concrète, Madame Guémard, comment vous avez pu équilibrer, si j'ose dire, les compétences entre les milléniums et les seniors. Il y a un gap extraordinaire entre ces deux catégories de population. Vous avez des gens qui sont à des positions clés importantes et qui ne maîtrisent pas les outils actuels, et vous avez les jeunes qui les maîtrisent. Comment vous avez abordé ce problème-là de tirer parti de l'expertise des uns et des autres? Vous voulez poser la question dans la foulée, comme ça, ouais. On répond les deux. Merci. Alors moi, c'est pas une question, c'est plus une remarque. En fait, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ce qui me dérange dans le fond du débat, c'est qu'en partant des millennials, on donne le sentiment que c'est cette génération qui a envie d'avoir de l'impact, qui effectivement a conscience de la façon dont l'organisation doit évoluer. Et en fait, ça refocalise le débat qui, pour moi, est un débat qui va au-delà, qui est la culture de l'entreprise et sa capacité à évoluer dans le monde d'aujourd'hui. Et moi, je suis pas millennials. Je suis, à mon avis, proche culturellement de ce que vous voulez faire. Je suis diplômé comme vous de la même école et j'interviens en fait sur les questions d'ESS et d'innovation sociale. Et il y a des gens qui ont 50, 60 ans qui sont dans la même veine. Et ce que je trouve dommage dans ce débat, c'est qu'à chaque fois, en partant des millennials, on donne le sentiment que, et effectivement, il y a peut-être des contraintes et des frustrations que vous avez, mais on donne l'impression que finalement, c'est cette génération qui les vit, alors que non, c'est transgénérationnel et que le problème, il vient plus de l'organisation que de votre génération, parce que moi, je ressens les mêmes frustrations que vous. Oui, mais en fait, c'est le concept de génération, il est effectivement un peu artificiel. On s'en sert en sociologie quand on désigne des grands groupes qui ont vécu un événement au même âge qui les a impactés. Dans ma classe d'âge, c'est le numérique et la crise de 2008. Qui nous a impacté à un âge où on était extrêmement perméable et ça a transformé notre rapport au monde. Les entreprises, les grands groupes dont on parle aujourd'hui, ils n'ont pas été construits par les Y. Ils ont été construits par les générations précédentes. Ce qui ne veut pas dire que tous les membres de ces générations adhèrent à ce mode de fonctionnement. Mais la société dans laquelle ils vivaient, la façon dont l'économie était organisée, amenait à construire ce genre de structure. Aujourd'hui, on fait pas les choses de la même façon. Mais c'est pas parce qu'on est meilleur, c'est parce que le monde a changé. Nous, on n'y est pour rien. On est un petit peu aussi spectateurs de ça et en même temps acteurs, mais en même temps, on l'a pas inventé. Donc, un des aspects qu'on a traité dans le livre, c'était justement d'aborder plein de sujets, donc le travail, la consommation, le numérique, la politique, enfin la démocratie, pour montrer qu'en fait, cette évolution, elle est trans-sujet. Elle s'applique à énormément d'autres sphères de la vie. Qu'on est en train de passer d'un monde qui était quand même très vertical à un truc de plus en plus horizontal, avec de plus en plus de petites structures qui communiquent, et que en fait ça, c'est difficile pour tout le monde à vivre. C'est pas une transition facile, et c'est vrai que on rencontre aussi plein de gens de mon âge qui sont incapables de servir d'un iPad, et plein de gens de 89 ans comme ma grand-mère qui m'envoient des gifs toute la journée, alors que moi je sais même pas le faire. Voilà. Et donc juste, je vous dis un mot, monsieur. Après je passe la parole à maman. Pour répondre à votre question sur la transgénération, j'ai assisté à une conférence très intéressante qui parlait des différentes générations dans l'entreprise et qui disait que les millennials étaient en fait beaucoup plus proches de la génération de ses grands-parents culturellement que de la génération de ses parents. Parce que la génération des parents, elle est plutôt, on l'appelle génération de missile aussi, alors j'ai appris ça, parce que elle est formée objectif, réussite, paf, on réfléchit pas, on y va, process, efficacité. La génération d'après-guerre, elle considère plus l'entreprise comme quelque chose de familial, où il faut s'épanouir, où on s'entraide, où on apprend des choses. C'est un petit peu, peut-être un peu cliché, mais il y a en tout cas quelque chose là-dedans qui se retrouve dans la génération Y, avec des idéaux communs. Et il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui font du reverse mentoring, où c'est les jeunes stagiaires qui apprennent aux grands patrons comment servir de YouTube, de Twitter, de Facebook. Et donc ils font plein de systèmes comme ça qui leur permettent à la fois de s'entendre bien, de créer des liens, et en même temps d'avoir un apprentissage dans les deux sens qui permet de montrer que voilà, il n'y a pas d'âge pour apprendre et pour acquérir des nouvelles compétences, même si c'est un stagiaire qui vous apprend à vous en servir. Alors moi je voulais revenir sur vos deux questions et vous dire que vous avez tout à fait raison. Il y a une
très grande frustration dans l'entreprise. D'ailleurs, il y a des enquêtes mondiales qui sont sorties qui démontrent que vous avez sur 10 salariés dans l'entreprise, vous en avez que 3 qui sont complètement investis dans l'entreprise. Vous en avez 5-6 qui vont au boulot, voilà, mais qui ne sont pas forcément du tout investis dans l'entreprise. Et puis vous en avez 2-3 qui sont complètement hostiles à l'entreprise. Donc ça veut dire que vous avez une déperdition d'énergie, de motivation qui est considérable, parce que ça veut dire que vous n'avez que 3 qui sont complètement embarqués dans le destin de l'entreprise. Donc, pourquoi aujourd'hui les entreprises doivent se remettre en cause? C'est pas parce que les milléniums sont meilleurs que les autres, c'est juste que eux, ils arrivent, ils sont nés dans un monde du digital, et c'est juste no way, ils partent. Donc vous pouvez pas les garder. Donc il y a un effet de masse qui fait que justement pour des générations comme la vôtre, vous pouvez vous dire je suis dans la boîte, je vais la transformer. Et je voudrais insister sur la génération X dont on parle tout le temps, dont on parle en disant que la génération X c'est la génération sacrifiée. Moi je pense pas du tout, parce que la génération X c'est la génération qui a entre 35 et 45 ans. Elle a 20-25 ans devant elle, et c'est elle qui fera faire la jointure entre les deux mondes, et c'est elle qui détient les clés de la décision dans l'entreprise et qui peut véritablement la transformer. C'est pas des gens de mon âge, c'est pas des gens de 65 ans qui vont pouvoir la transformer, c'est ceux qui justement aujourd'hui sont à des postes de décision. Et pour revenir à ce que vous disiez, monsieur, moi j'ai pris une mesure radicale parce que sinon j'allais pas y arriver. C'est que j'ai passé le message dans l'entreprise en permanence que notre génération devait devenir l'élève des jeunes que nous recrutions de 20 ans. Et que, comme le dit Bérénice, on devait apprendre d'eux, et qu'il y avait zéro orgueil à avoir. Ils connaissent beaucoup mieux, comme le dit Bérénice, tous les outils Facebook, Twitter, etc. Et moi, la première. C'est-à-dire que j'ai été la première à avoir des cours pour savoir comment utiliser Facebook, comment utiliser Twitter, comment laisser organiser des groupes de travail collectif dans l'entreprise, etc. Parce que moi, je ne savais pas. Et donc, je me suis mise comme l'élève de ceux qui nous apprennent tous les jours ce qui est en train de se passer. Et je pense, j'aurais terminé par ça. Je pense on peut tous être 2 personnages. Le premier, c'est Alice au pays des merveilles. Pourquoi Alice au pays des merveilles? Parce que c'est ce que dit Christophe Colomb, on ne va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où on va. Tous autant qu'on est, on est émerveillé par ce qui est en train de se passer, et à la fois c'est terrifiant parce qu'on comprend pas. On comprend certaines bribes, mais personne peut prétendre comprendre la globalité de ce qui est en train de se passer, de se dire ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc on a tous cette fascination, peur, et comment on avance vers en ayant plus le désir d'être dans ce monde-là plutôt que de le refuser. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que on peut tous devenir des petits princes, parce que ce que je constate dans le monde de l'entreprise, et spécialement dans le monde des startups, ceux qui réussissent sont ceux qui sont innocents. Vous avez, si vous prenez des exemples classiques qu'on cite toujours, comme Airbnb ou comme Uber ou comme le cab, Airbnb connaissait rien à l'hôtellerie, Uber ou le cab ils connaissent rien au taxi. Si on prend Mano, il connaît rien au bricolage, Cheers il connaît rien à la photo, et vous voyez plein d'émergences et y compris en politique dans notre pays, si je puis me permettre, mais vous voyez plein d'émergences d'entreprises qui viennent bousculer et qui viennent disrupter un secteur ou un business, tout simplement parce qu'ils connaissaient pas le mode d'emploi. Donc ils n'ont pas respecté le mode d'emploi, ils sont rentrés par une autre porte. Et donc notre génération doit désapprendre. On doit apprendre à désapprendre et à se resetter et se dire que finalement l'innocence, une certaine forme d'innocence est absolument indispensable pour pouvoir rentrer dans le monde de demain. Et c'est ce que je crois dans le livre Faut qu'on parle avec Bérénice, on a essayé de mettre en lumière. Et évidemment, moi j'ai joué le mauvais rôle, elle a joué le bon rôle. Donc si vous voulez le lire, je vous conseille de lire sa part à elle et pas la part à moi qui vient du passé. Un grand merci à Clara et à Bérénice pour ce témoignage exceptionnel. Je vous propose de rester
Ici, on va écouter, on va élargir, on va rester sur le même sujet et on va élargir. Entrez dans la H Révolution avec Manpower Group, partenaire RH exclusif de Viva Technologies.